Donc j'ai filmé une intro pour cette vidéo au moins 5 fois, j'en ai marre, je me lance. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez survécu à la rentrée des classes et que vous êtes motivés pour reprendre en fait votre activité pour les 4 derniers mois de l'année. Alors sur LinkedIn cette semaine, j'ai décidé d'axer tous mes posts sur la motivation. Donc la motivation des troupes pour vous redonner en fait du peps, vous insuffler un peu de mon énergie pour que vous ayez à nouveau la motivation pour postuler, pour envoyer votre CV, pour travailler sur vos spécialisations, ainsi de suite. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est comment relancer son activité en septembre 2023. Si vous avez commencé votre activité en janvier, le mois de septembre est idéal pour faire un premier bilan. Pourquoi? Parce que vous aurez eu une première période active qui va de janvier à mai et ensuite vous avez juin, juillet, août qui sont assez calmes et septembre en fait c'est le moment de la reprise, le moment où les entreprises vont à nouveau chercher des traducteurs, où les agences de traduction vont essayer de mettre à jour leur base de données, ainsi de suite. Donc tout le monde reprend et c'est le moment idéal pour faire son premier bilan. Alors si vous vous êtes lancé en début d'année, vous êtes sûrement rendu compte qu'il y a une baisse d'activité pendant les mois d'été. C'est tout à fait normal en fait. Il n'y a pas de quoi paniquer, mais je peux comprendre si maintenant en septembre vous avez l'impression que voilà, business est reparti à zéro, que vous devez recommencer à zéro pour trouver des clients et autres. Non, ça va aller. Mais il y a quelques points que je voulais aborder avec vous aujourd'hui pour rendre ce nouveau départ un peu moins compliqué. Voilà. Donc la première chose que vous allez faire là en septembre, c'est de voir combien de clients, combien d'agences de traduction est-ce que vous avez démarché. C'est de voir combien de réponses positives vous avez eu, combien de réponses négatives vous avez eu, combien ne vous ont pas répondu du tout. Donc si vous avez fait un tableau Excel, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo dans laquelle je parle de marketing, vous avez sûrement noté à côté de chaque agence ou alors à côté de chaque client quelle a été la réponse. Donc positif, négatif, test de traduction, réussi, ainsi de suite. Donc c'est le moment de repartir dans ce tableau-là et de regarder vos résultats. Je sais que ça fait mal de repartir dans ce tableau-là et de voir combien de râteaux on s'est pris au cours de l'année, mais croyez-moi, c'est quelque chose à quoi vous devez vous habituer. Alors vous allez avoir des refus, ça fait partie du game, donc il ne faut pas vous dire que ces refus-là reflètent en fait la personne que vous êtes ou alors la qualité de votre travail. Un refus est un refus. Et moi, ce que j'ai appris, c'est qu'un refus d'une agence ou un refus du client n'est pas toujours définitif. Un client peut dire par exemple, pour l'instant, on n'a pas de besoin, vous le relancez en septembre et il y a un besoin. Vous pouvez par exemple ne pas passer le test de traduction et revenir 6 mois ou 8 mois après et dire hey, j'ai appris entre temps, est-ce que je peux repasser le test? Oui, c'est tout à fait possible. C'est toujours un non et il y a une raison derrière. Et si la raison n'est pas définitive, genre non, on veut pas travailler avec vous du tout, ça veut dire que la porte n'est pas complètement fermée. Alors ça nous ramène au point numéro 2 qui est de relancer les personnes qui vous ont dit non et les personnes qui ne vous ont pas répondu. Alors, si vous avez démarché une agence en juin, c'est peut-être pas le moment de leur écrire pour dire voilà, vous m'aviez dit non, est-ce qu'on peut recommencer? Mais si vous avez démarché une agence en mars ou alors en février, ce serait le bon moment de dire hey, je vous ai envoyé une candidature, est-ce que vous l'avez vue? Si vous l'avez vue, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, vous aurez une réponse, vous saurez si votre candidature a été enregistrée, vous saurez si le vendor manager a vu votre candidature ou pas et vous saurez ce qu'il en pense. Donc, je pense que c'est le bon moment en septembre vraiment de relancer toutes ces personnes-là. Elles sont encore de bonne humeur, elles viennent rentrer de vacances, donc il faut en profiter pour les relancer et dire voilà, je suis là, je suis toujours disponible si jamais vous avez maintenant besoin de traducteurs dans ma paire de langues ou alors besoin de traducteurs dans ma spécialisation. Croyez-moi, c'est quelque chose qui fonctionne. Pour cette période de relance, je vous recommande également d'essayer de changer de tactique. Donc si pour le premier contact, vous êtes passé par le formulaire par exemple de contact de l'agence, essayez de voir par exemple sur LinkedIn si vous trouvez qui est le vendor manager et vous lui envoyez un message en disant j'ai rempli le formulaire de contact à telle date et jusqu'ici je n'ai pas eu de réponse, est-ce que vous avez vu ma candidature et autres. Ça ne peut qu'être positif. Essayez de réfléchir à d'autres options de contact. Vous pouvez même appeler. Je sais que quand on est traducteur freelance, on a peur un peu du téléphone. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on passe tout le temps à discuter virtuellement, surtout qu'on travaille avec des agences. On a du mal
mal à décrocher son téléphone et à appeler. Alors un vendor manager ne va pas forcément décrocher tous les appels de tous les traducteurs, mais croyez-moi, il y a très peu de traducteurs qui prennent le téléphone et qui appellent. Au moins, vous aurez une réponse concrète et immédiate à votre question qui est pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas contacté? Ou alors, je vous ai envoyé un test de traduction depuis 3 mois et je n'ai toujours pas eu de réponse. Au pire, on vous dit au téléphone, on n'a pas de renseignements au téléphone, mais vous aurez essayé. Surtout quand on est dans une phase de prospection, il est important de savoir sortir de sa zone de confort. Si vous restez dans votre zone de confort et que vous vous dites, ok, j'ai déjà envoyé le mail, j'ai déjà envoyé le formulaire de contact, ça fait 4 mois qu'ils m'ont pas recontacté, mais c'est pas grave, je laisse tomber, vous aurez beaucoup de difficultés à vous en sortir comme freelance. Parfois, il faut vraiment, comme on dit en allemand, in den sauren Apfel beißen, c'est-à-dire mordre dans la pomme acide, littéralement, et dire, je vais sortir de ma zone de confort pour avoir une réponse. Le troisième point de notre petite stratégie, c'est de redéfinir sa cible et son client idéal. Alors, je ne sais pas si j'ai déjà parlé de la notion de client idéal ici sur la chaîne. Si ce n'est pas le cas, je vais vous en parler maintenant. Un traducteur doit avoir un client idéal. Dans votre tête, vous devez définir ou alors prendre des notes et définir la personne ou alors le client qui est pour vous le client idéal. Avec qui est-ce que vous voulez travailler? Qui est-ce que vous voulez servir? Est-ce que vous voulez travailler avec de grandes agences, de petites agences? Est-ce que vous voulez travailler avec de gros clients, de petits clients, des PME, des grands groupes? Il faut en fait que vous arriviez à définir votre cible et à créer en fait un avatar de votre client idéal. Dans quel pays vit-il? De quoi a-t-il besoin? Dans quelle branche est-ce qu'il travaille? Et ça va vous aider à restreindre votre rayon de prospection. Je sais qu'au début, quand on se lance, on envoie un peu son CV à n'importe qui, aux personnes qui le demandent. Donc, quand on reçoit une demande de prod avec quelqu'un qui dit voilà, je voudrais avoir votre CV, on l'envoie directement. On l'envoie un peu à n'importe qui en espérant avoir un retour positif. Mais je pense qu'après 1 an ou 2 ans en activité, on a une meilleure idée de ceux avec qui on veut travailler et c'est le moment de cibler ces personnes-là, c'est le moment de cibler ces entreprises-là. Et je pense que le mois de septembre est un bon mois étant donné que c'est un mois bilan pour s'adonner à cette activité-là. Le 4e point va être de monter en compétences. Alors j'ai lu un post LinkedIn très intéressant dernièrement. Dommage, je ne l'ai pas screenshoté et c'était un monsieur qui disait qu'il y avait plein de traducteurs médicaux qui n'avaient jamais ouvert un dictionnaire médical, plein de traducteurs techniques qui n'avaient absolument aucune connaissance technique, ainsi de suite. J'ai trouvé ce post très intéressant et très logique parce qu'il est vrai que dans notre métier qui n'est malheureusement pas réglementé, on retrouve de tout. On retrouve des personnes vraiment qui s'affublent de titres et qui n'ont absolument aucune idée de la terminologie ou qui n'ont jamais ouvert un dictionnaire qui traite justement de ces spécialisations-là. Donc quand on se met à son propre compte comme traducteur, on n'est pas obligé d'avoir toutes les connaissances techniques. Je le dis toujours, ce sont des choses qui peuvent s'acquérir et ça s'acquiert au fur et à mesure qu'on évolue dans son activité. Ça veut dire qu'il ne faut pas seulement essayer de se former au CAT tool, au marketing, à la recherche de clients. Il faut également essayer de se former à ces spécialisations, d'obtenir des certificats, de monter tout simplement en compétence. C'est très important parce que ça va venir renforcer votre crédibilité en tant que traducteur spécialisé dans tel ou tel domaine. Et beaucoup de personnes oublient ça et se concentrent uniquement sur le côté traduction. Donc, sur LinkedIn, ces personnes ne vont suivre que des personnes qui font de la traduction, que d'autres traducteurs et ne vont suivre personne ou alors ne vont intégrer aucun groupe qui est lié à leur spécialisation alors que c'est là qu'on apprend le jargon, alors que c'est là qu'on apprend comment ça se passe, qu'on apprend ce qui se passe dans son domaine. C'est quelque chose de très important que vous devez prendre à cœur quand vous faites votre bilan et quand vous vous dites ok, je veux évoluer dans mon activité. Alors que les choses soient claires, je vous envoie pas à nouveau sur les bancs d'université pour aller avoir un bachelor en ingénierie ou quoi que ce soit. Il y a tellement de certificats autant payants que gratuits qui sont disponibles sur Coursera, qui sont disponibles sur Skillshare, ainsi de suite. Vous avez tellement de ressources de nos jours qu'il n'y a vraiment pas d'excuses à ce sujet-là. Donc si vous voulez vous former, vous pouvez vous former, vous pouvez acquérir les connaissances techniques dont vous avez besoin pour vous établir ou alors vous rendre plus crédible dans vos spécialisations. Le 5e et dernier point de cette liste est
de sortir de sa zone de confort. Vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Je vais vous raconter un truc. La semaine dernière sur LinkedIn, je me suis lancé le défi de poster uniquement en anglais. Don't get me wrong, ok? Quand il s'agit de parler, il n'y a pas de souci. Je vais parler, je vais comprendre. Mais quand il s'agit de poster en anglais et de poster des trucs que des gens vont lire et pas n'importe quel genre, vous savez, les professionnels et toutes les personnes qui aiment bien juger les autres sur LinkedIn, on a le stress. Franchement, j'étais super stressée. Et quand je dis poster, j'ai pas posté de petits trucs, hein, genre 2-3 phrases. Non, j'ai fait des infographies, j'ai fait des carousels. Et vous savez quoi? Quand on poste une infographie ou alors un carrousel sur LinkedIn, on a bien sûr plus du tout la possibilité de l'éditer. Donc, toutes les erreurs que j'ai commises là dans mes carousels que j'ai décelées après, j'ai dû vivre avec. Oui, j'ai dû vivre avec le fait que j'ai oublié, je sais pas, des trucs, des petits trucs et parfois de petites erreurs et tout qu'on décèle quand on va relire le texte, ce qui est tout à fait normal parce que l'anglais n'est pas ma langue maternelle. Je savais que ça allait être un défi, mais je me suis lancé ce défi-là. Résultat, j'ai dépassé 2000 abonnés sur LinkedIn en une journée et aujourd'hui, je suis quasiment à 2060 et quelque chose. Donc ça, c'était la semaine dernière. Donc je suis sortie de ma zone de confort. Est-ce que j'avais la boule au ventre? Absolument! Parce que je me disais, ouh, les gens vont me juger, ça c'est sûr. Mais je me suis dit, hey, tu t'es lancé un défi, tu le fais. Et le prochain défi que je vais me lancer, c'est de poster en allemand pendant toute une semaine. Ça aussi, je sais que ça va se faire avec la boule au ventre, mais ça va me permettre d'élargir mon audience et de toucher une audience autre que l'audience francophone ou l'audience anglophone. Je vous dis ça pour vous expliquer que pour pouvoir grandir, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Je sais que ça sonne cliché, vous lisez ça partout, mais c'est la réalité. Le client que vous voulez, ce n'est sûrement pas un client pour lequel vous allez devoir remplir un formulaire de contact en ligne. Non, c'est un client pour lequel vous allez peut-être devoir vous déplacer pour un salon et aller rencontrer des gens à qui vous n'avez jamais parlé de votre vie et aller faire un pitch pour proposer vos services de traduction. Le client avec lequel vous voulez travailler, il va falloir peut-être lui envoyer un email sur LinkedIn en priant pour qu'il accepte, qu'il l'ouvre, qu'il le lise et qu'il vous réponde. Donc, c'est ce genre de choses qu'il va falloir faire si vous voulez sortir du rayon dans lequel vous êtes actuellement. Et croyez-moi, ce n'est pas quelque chose d'évident et je le sais. Mais vous devez vous dire dans votre tête que vous êtes votre propre chef et que si vous ne le faites pas, l'argent ne va pas rentrer. Vous savez, quand vous êtes salarié, c'est peut-être le grand chef qui doit prendre sur lui et aller démarcher des clients, appeler des gens, se faire accrocher au nez et tout. Et vous, vous êtes derrière, vous êtes l'exécutant. Mais dans ce cadre-ci, c'est vous le chef. C'est vous qui devez vous prendre des râteaux et vous devez apprendre à vivre avec et vous ne devez pas vous laisser stopper par la peur de vous prendre des râteaux. Je suis pas en train de vous dire d'aller faire n'importe quoi. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous voulez avoir ces clients avec lesquels vous voulez vraiment travailler, il va falloir sortir de votre coquille. Il va falloir poster sur LinkedIn. Oui, vous allez commettre des erreurs. Oui, il y aura des fautes d'orthographe et tout ça et tout ça. Mais quand vous faites un post normal, vous avez encore la possibilité de venir l'éditer. Et puis, si vous n'êtes pas très sûr de vous, prenez ce que vous avez écrit, collez-le dans Antidote ou alors collez-le dans n'importe quel correcteur et ça va vous ressortir en fait une meilleure version. Ou utilisez ChatGPT tout simplement pour améliorer ce que vous avez dit ou alors pour checker si vous avez fait des erreurs et autres et ce sera corrigé et vous pourrez poster. Mais ne vous laissez pas handicaper par la peur du jugement par les autres parce que croyez-moi, les gens vont vous juger. Peu importe ce que vous faites, les gens vont vous juger. Si vous postez un billet sans faute, on va vous juger. Si vous postez un billet avec des fautes, on va vous juger. Si vous postez votre photo, on va vous juger. Vous postez pas de photo, on va vous juger. On va toujours vous juger. Donc si vous vous basez sur la peur du jugement pour ne pas faire ci ou ça, croyez-moi, c'est mort. Vu qu'on est dans une optique de prospection, de chercher des clients, de faire des bilans, de revoir sa stratégie de marketing et de prospection, je vous ai fait cette vidéo ici dans laquelle je vous explique comment je fais pour devenir la traductrice favorite de mes clients. Ça sonne peut-être pompeux, mais le contenu de la vidéo l'est beaucoup moins. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime. Et moi, je vous revois très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.